Bonsoir tout le monde. Voilà, merci d'être venu pour cette troisième conférence. Voilà, on avait commencé ce cycle, mais cette conférence devait être la première, voilà, pour des impératifs particuliers de l'intervenant. Elle a été décalée, donc elle a lieu ce soir. Voilà, on est dans notre réflexion du projet des Écosolis pour les 5 ans à venir. Et donc du coup, dans ce cycle, on avait prévu ces 3 conférences. Donc ce soir, c'est une conférence de Benjamin Coriat sur les communs. Voilà, alors on devait être plus nombreux, mais comme il y a le départ des bateaux pour le bridge, ils ont fermé le point de Bretagne, donc il y a des gens qui vont arriver sans doute en retard, donc on verra du monde rentrer au fur et à mesure, j'espère. Il ne faut pas qu'ils abandonnent leur route pour venir jusqu'ici. Voilà, et puis on aura aussi 2 autres intervenants qui viendront compléter cette conférence. Voilà. Et le résultat de ces conférences, c'est qu'il y a un travail qui se fera à terme avec le conseil d'administration un peu élargi lors d'un séminaire au mois de juillet. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et une bonne conférence. Alors, donc on a avec Benjamin Coriat, qui est donc économiste, philosophe aussi, c'est ce qu'on a marqué sur le papier en tout cas, économiste spécialisé en économie industrielle, innovation, propriété intellectuelle. Donc vous êtes enseignant à Paris 13. Et vous faites partie du collectif des économistes atterrés. Voilà. Et puis aussi, vous faites partie d'une COP des communs dont vous avez commencé à nous parler tout à l'heure et qui donc sur lequel vous allez, j'imagine, revenir. Donc c'est vrai que cette question des communs, c'est un peu... on avait prévu cette conférence au début parce que c'est vrai que dans le projet des Écosolis, c'est un projet qu'on veut évidemment commun aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc forcément, ça intéresse le projet de qu'est-ce qu'on fait en commun, comment on fait évoluer notre offre de service, comment on fait évoluer notre association. Et puis plus largement, l'économie sociale et solidaire, on pressent bien, mais ça c'est ça que vous allez un peu nous dire, qu'il y a quelque chose à voir entre cette notion de commun et puis ce que c'est que l'économie sociale et solidaire en tout cas. Donc voilà, en 20 minutes, comment on peut comprendre un peu cette notion. On a trouvé sur Facebook, c'est Sophie qui nous a proposé ça, une exposition qui a été faite sous licence Creative Commons, qui explique un peu le truc, mais il faut que vous nous en disiez un petit peu plus. Et puis après, on aura un petit temps d'échange. Et après, effectivement, on fera parler Serge Bourreau de Macoré, je ne sais pas où il est, et puis Julien de Ping, voilà, qui doivent être quelque part par ici. Enfin bref, je vous les présenterai un peu plus à ce moment-là, qui nous diront un peu ce qu'ils en pensent. Donc voilà, à vous la parole, Benjamin. Okay. Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à cet échange avec vous. L'une des raisons de cette satisfaction, si je peux dire, c'est que je suis moi-même avec d'autres à l'origine d'une association, pour le moment, qui s'appelle la Coop des communs, et dont le but est de rapprocher le monde des communs du monde de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors, l'économie sociale et solidaire, sans doute déjà, vous savez ce que c'est, vous l'avez côtoyé, etc. Le monde des communs, peut-être moins, bien que ça soit un monde très proche de celui de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en accord avec les organisateurs de cette conférence, j'ai choisi de vous parler des communs. Mais évidemment des communs et, vous allez vite le voir, de leur relation avec l'économie sociale et solidaire. Alors, ce que je voudrais, c'est vous présenter 3 moments dans l'histoire des communs qui correspondent aussi à 3 grands types de communs. Hein. Vous verrez, il y a des communs fonciers et urbains, il y a des communs numériques, plutôt donc immatériels, et puis il y a des communs les plus récents qui correspondent à des initiatives communes des villes et des groupes de citoyens. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous concerne le plus ici, et je vais finir avec ça. Et donc le titre que j'ai donné à cet exposé, si vous voulez, c'est « Commun, bien commun, les 3 sources et les 3 origines du débat sur les communs ». Voilà, de manière à vous donner un peu une vision de la richesse, de la diversité, de ce qui se passe sous le nom de commun. Alors, avant même d'en venir là, juste un préalable. Les communs, ça vient d'où? Ça vient de quoi?
C'est quoi ce mot? Alors, ça c'est très important. Les communs, ça vient du mot anglais commons. Les commons, c'est quoi? Les commons, c'est la chose suivante. Du XIIe siècle au début du XIXe, pratiquement au premier tiers du XIXe, partout en Europe de l'Ouest, mais on l'a su ensuite, c'est la même chose dans la plupart des pays du Sud et dans de très nombreux espaces du monde. En tout cas, en Europe de l'Ouest et singulièrement en Angleterre, où les choses se sont crispées, si je peux dire, on avait une situation dans laquelle un tiers des terres, un tiers, hein, pas un jardin dans un coin, hein, un tiers des terres étaient des terres libres, étaient des terres ouvertes, étaient des terres non encloses. Hein, et c'est la raison pour laquelle on les appelait des terres de commons, des terres de commun. Et sur ces terres de commun, il y avait une grande caractéristique, c'est que les résidents, quelquefois les gens de passage, pas toujours les gens de passage, cette question a son importance. En tout cas, les résidents, les gens des communautés villageoises, les paysans individuels, etc., avaient accès à ces terres d'où ils pouvaient prélever toute une série de ressources. C'est-à-dire qu'ils prélevaient du poisson des rivières, ils prélevaient des bêtes dans la forêt, ils prélevaient des fruits, des arbres fruitiers, ils prélevaient de la tourbe pour se chauffer, etc. Donc tout ce qu'il y avait un droit d'accès et de prélèvement. Des droits et des obligations. Hein. Ça veut dire que en échange de cette activité, on devait maintenir un certain nombre d'infrastructures. Et surtout, le point important, c'est que ces droits étaient très codifiés. Si bien que les communs étaient très durables et les gens respectaient leurs droits, ne les outrepassaient pas parce qu'ils savaient très bien que c'était la condition pour maintenir le commun en existence et ne pas provoquer son épuisement. S'ils se précipitaient tous pour retirer tout le poisson de la rivière ou du lac, très rapidement, évidemment, en quelques années, la ressource serait morte. Donc, il y avait une discipline collective et il y avait une gouvernance de ces communs. Évidemment, ce qui est très important, c'est que ces gens, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'était des gens libres, parce qu'ils tiraient l'essentiel de leur subsistance de ces commons, de ces communs. Ils n'avaient pas besoin de louer leurs forces, soit à des riches fermiers, soit à des manufacturiers, soit de s'enrôler dans les services de l'État. L'État, à cette époque, progressivement, notamment à partir du 15e, 16e siècle, avait besoin de beaucoup de bras, et d'ailleurs de beaucoup de marins, parce que c'est le début de l'expansion anglaise. Donc cette situation de gens libres vivant des communs a provoqué une exaspération, évidemment, des possédants. Et donc on a eu une alliance de l'Église, des barons locaux, des riches propriétaires fonciers, des manufacturiers et de l'État pour enclore ces terres communes. Hein. C'est ce qu'on appelait le mouvement des enclosures, c'est-à-dire privatiser ces terres en les agglomérant progressivement autour des propriétés existantes. Et donc on a eu des enclosures permanentes, au niveau des comtés, au niveau des villages, etc., auxquelles se sont ajoutés, à partir notamment du XVIIe, XVIIIe siècle, des enclosures parlementaires. C'est-à-dire que c'est l'État qui a fait procéder à des enclosures, à la demande évidemment des riches locaux, mais aussi parce qu'il avait besoin de couper les gens de leurs moyens de reproduction pour trouver parmi les laboureurs, comme on disait à l'époque, les bras dont il avait besoin pour sa flotte et pour son armée. Et donc voilà, les communs progressivement ont disparu ou n'ont survécu que très difficilement. Bon, pour certains d'entre vous, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, dans certains parcs, vous rentrez et vous avez une grande affiche qui dit « This park is a commons ».
ce qui veut tout simplement dire que ce parc est un commun. Donc ce parc est une survivance des terres communes malgré l'urbanisation et qui existe désormais sous forme de commun comme parc pour les résidents. Voilà donc la première histoire, si vous voulez, l'archéologie des communs. Bon, on avait pratiquement oublié cette histoire qui était un débat entre historiens sur que s'est-il vraiment passé, pourquoi y a-t-il eu les enclosures, quelles ont été les forces marchandes, quelles ont été les formes de résistance. Dans certains cas, la résistance a été extrême aux enclosures parce que les gens vivaient des communs. Bien, on oublie. Et puis, on passe tout d'un coup aux années 1980, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre nous la semaine dernière. Pas pour tous, mais bon. Donc, les années 80. Les années 80, il se passe quoi? Il se passe que, alors je vais vous le dire d'un mot parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'enclosure des terres au sud. C'est la Banque mondiale qui jusque-là avait une politique très favorable à constituer un État fort, fabriquant des grandes infrastructures pour le développement, sous l'instigation de l'élection de Reagan et de Thatcher, donc du libéralisme dur, si on peut dire, change complètement de politique et considère que désormais, il n'y a rien de mieux que l'initiative privée, le marché, qu'il faut ramener l'État au minimum possible. Et donc, la Banque mondiale devient l'instrument du grand développement de l'agriculture privée au Sud, à travers donc le regroupement des grandes exploitations, etc. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est les enclosures. C'est les enclosures du Sud. Et on met dehors de leurs droits des tas de communautés qui vivaient de l'accès à différents types de communs pour leurs bêtes, des pâturages en commun, pour leur survie. Très bien. Or, ce développement de l'agriculture et de l'enclosure provoque une érosion très rapide des sols, provoque des mouvements de population extrêmement importants, les histoires de bidonvillisation, etc. C'est en partie directement lié à la destruction des communs, où les gens n'ont plus eu de moyens de reproduction. Et donc, les États-Unis s'inquiètent, et aux États-Unis, une institution qui s'appelle le National Research Council, Conseil national de la recherche, qui est un espèce de super CNRS, si vous voulez, s'inquiète parce que, pas tellement pour les gens locaux, il faut bien dire, ils s'inquiètent, c'est un peu comme pour le sida. Le sida au sud, on s'inquiétait beaucoup parce qu'on avait peur que du sud, il remonte vers le nord. Donc, ils s'inquiètent. Pourquoi? Parce que toute une série de produits ne peuvent naître qu'en zone tropicale. L'ananas, le café, etc., ça ne peut pas se faire n'importe où. Bien. Or, on sentait pointer une menace. Donc, le National Research Council réunit, quand les Américains font de la recherche, ils font ça bien, ça c'est vraiment une des choses qu'ils savent faire. Donc, réunit 300 ou 400 chercheurs, après avoir commandité toute une série d'études sur qu'est-ce qui se passe au Sud, sur le thème ce qui se passe aujourd'hui au Sud, d'alarmant, est-il ou non provoqué au moins partiellement par la destruction des communs. Et c'est l'objet de la réunion qui se tient à Annapolis en 1983. À la tête de l'équipe qui mène cette recherche se trouve une personne très importante pour nous, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui va devenir ensuite prix Nobel d'économie en 2005, je crois. Je ne sais plus, enfin en tout cas, il y a 2009. En 2009, il devient prix Nobel d'économie. Bon. Mais à l'époque, elle est personne. Elle est juste une chercheuse en sciences sociales. Et elle conduit le bilan des travaux des études de cas, et elle arrive à deux choses. Premièrement, à la conclusion que oui, ce à quoi on assiste au Sud, c'est l'enclosure des terres du Sud, de la même manière qu'on a eu l'enclosure au Nord beaucoup plus tôt, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, pour y aller de la partie finale, et explique-t-elle, il y a ces sortes de communs, de terres communes, d'accès commun, d'accès partagé, etc., dans toutes sortes de pays du monde encore vivants, et il est essentiel de les préserver parce que c'est une part fondamentale de la reproduction
des peuples du Sud. Première conclusion. Et deuxième conclusion, plus théorique et qui nous concerne très directement, on arrive comme ça à la définition des communs, des premiers types de communs. Alors là, j'attire votre attention parce que ça, c'est très important. Un commun, c'est quoi? Un commun, c'est trois choses. Un commun, c'est trois choses. C'est une ressource ouverte et partagée. Cette ressource peut être des terres, un pâturage, une rivière, un lac, une forêt, etc. Mais elle peut être aussi, on va le voir dans un moment, une ressource immatérielle. Elle peut être une base de données. Elle peut, par exemple, Wikipédia, hein, que plusieurs d'entre nous utilisent, c'est un commun. C'est typiquement des ressources en accès partagé. Mais sont aussi des communs, des bases de données en ligne comprenant de la musique en accès ouvert et partagé, comprenant des images, etc. Bien. Voilà. D'abord, c'est ça. Un commun, c'est une ressource en accès ouvert et partagé. C'est, deuxièmement, un ensemble d'ayants droit autour de cette ressource. D'accord? Alors, ces ayants droit peuvent être en nombre restreint. Ce sont les riverains, par exemple, pour une ressource physique, parce qu'on ne peut pas étendre les ayants droit à des quantités trop grandes parce qu'on va épuiser la ressource. Mais lorsque les ressources sont immatérielles, hein, par exemple quand il s'agit d'une encyclopédie en ligne, les ayants droit peuvent être universels. Parce que si moi je consomme une information sur qu'est-ce que c'est un commun dans un dictionnaire, ça ne vous empêche pas, vous, d'accéder à cette information, ça ne la détruit pas. Donc dans ce cas, en économie, on dit, lorsque les biens sont non rivaux, hein, les ayants droit peuvent être universels. Dans tous les cas, c'est le deuxième point de la définition, c'est très important, les communs, c'est un ensemble d'ayants droit, c'est ce que Ostrom appelle, en anglais, un bundle of rights, c'est un faisceau de droits. C'est-à-dire, des gens disposent de différents types de droits, de prélèvement, d'usage, de partage, de diffusion, de copie, de vente, etc. Et ces droits sont codifiés. Donc c'est un système de droits, et de personnes et de droits. Et troisièmement, c'est une structure de gouvernance, hein, pour gouverner le bien, assurer sa reproduction à long terme et assurer le respect des droits. Si vous voulez, il faut bien comprendre, hein, le monde des communs, hein, les communs, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Ça veut dire que, par exemple, en Inde, il y a des communs qui sont des pâturages communs, en commun, dans lequel des éleveurs ont accès, hein, pour faire paître leurs bêtes, certains jours de la semaine, pour certaines quantités de bêtes qui n'ont pas le droit de dépasser, et pour surveiller ça, il y a des gardes armés, hein, parce que il faut s'assurer que personne n'outrepasse ses droits, parce que sinon on va menacer la ressource que constitue le commun. Donc, troisième élément de la définition, un commun, c'est gouverner. Hein, c'est gouverné par une... Alors ça peut être gouverné de manière soft, les gens se connaissent, se contrôlent gentiment les uns les autres, et ça peut être gouverné de manière plus hard, hein, plus dure, avec des gardes, hein, qui vérifient que personne n'outrepasse ses droits. Voilà. Ça, c'est la première forme de commun, hein, les communs, on va dire, fonciers, hein, les communs plutôt ruraux. Alors, il en existe de toutes sortes. Hein. Les nappes phréatiques, aujourd'hui, sont souvent des communs. Les chemins forestiers sont des communs. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Je faisais le même genre d'exposé en Pays Basque l'année dernière, et les gens m'ont arrêté, hein, des gens comme vous, voilà, comme ça, voilà, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, écoute Benjamin, tu peux passer, il n'y a pas de souci, tu sors d'ici, des communs, il y en a partout. Le Pays Basque, c'est rempli de communs. Donc, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça a survécu, et des endroits beaucoup plus difficilement. OK. Ça, c'est le premier type de commun. Deuxième type de commun, ils vont apparaître dans les années 80. C'est encore un problème de lutte. Ah oui, laissez-moi finir quand même sur ma définition des communs. Ce qui est très important, c'est que les communs, alors là, franchement, c'est très important. Les communs introduisent ce que on peut appeler de la propriété partagée. Ce n'est pas du tout, comment dire, la forme traditionnelle de la propriété qui est de la propriété
privée, absolue, exclusive, etc. Les communs, au contraire, introduisent ce que nous appelons, nous, les gens qui s'intéressent aux communs, de la propriété inclusive. C'est-à-dire non pas de la propriété qui relève d'une personne, tous les autres étant exclus, mais de la propriété qui inclut différents types de personnes ou de groupes qui se partagent des droits d'usage, des droits d'accès, des droits de prélèvement, etc. Donc, si vous voulez, c'est une révolution dans les droits de propriété. Très bien, je passe. Les années 80. Les années 80, c'est les années du développement du numérique et d'abord du développement des ordinateurs. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est la chose suivante. Jusqu'aux années 80, en gros, les ordinateurs, c'était d'ailleurs des gros ordinateurs, ce qu'on appelait les mainframes, c'était ça qu'on achetait. On achetait le hard. Et le soft, les logiciels, c'était donné gratuitement. Et les logiciels étaient des communs. Les gens qui travaillaient sur les logiciels, les développeurs, etc., échangeaient entre eux les codes sources et faisaient progresser les communs, et faisaient progresser les softs. Et c'était très important. À partir des années 80, des petits malins, à commencer par Bill Gates, le fondateur de Microsoft, etc., découvrent que dès lors qu'on a des micro-ordinateurs, il n'y a plus quelques softs comme ça qui se baladent. Il y a des dizaines de millions, il y a des centaines de millions de logiciels à vendre sur chacun des logiciels. Enfin, je veux dire, à chaque fois que vous vendez un logiciel, à chaque fois que vous vendez un ordinateur, si vous vendez des logiciels, ça fait des centaines de millions de logiciels. Et donc, ils vont obtenir la privatisation des logiciels. Ils vont obtenir l'enclosure du commun qu'est le logiciel. Et le logiciel va devenir objet de propriété privée, donc de copyright, de brevet. Heureusement, un certain nombre de gens vont s'opposer à ça. En particulier, un développeur, un type formidable, qui s'appelle Stallman, qui est une sorte de gourou, qui travaillait au MIT à Boston, et qui est un grand développeur, et lui a dit, non, les logiciels vont rester un commun, ils vont rester partagés, et c'est comme ça que les logiciels peuvent être bons. C'est quand toute la communauté des usagers, en tout cas les développeurs parmi la communauté des usagers, peuvent dire, attention là il y a un problème de bug, là il y a une ligne qui est mal écrite, là on peut développer les choses de cette manière, et il faut que les codes sources soient libres, et il faut que la circulation des connaissances soit libre. C'est ça la qualité, c'est ça la garantie de qualité. En plus, c'est très important, ces gens, ils ont été soutenus par qui? Par les travailleurs qui s'occupaient de la gestion des grandes infrastructures, le gaz, l'électricité, l'eau, etc., qui commençaient à être informatisés et qui avaient formé entre eux une communauté de gens qui échangeaient sur les logiciels qui servaient à la gestion des infrastructures. Et ces gens ont dit, mais c'est quoi cette histoire? On va nous priver de pouvoir échanger des informations entre nous alors que nous faisons un métier dangereux. Nous gérons des grands réseaux qui, s'ils ne sont pas maintenus en haute qualité, en transparence, etc., peuvent devenir extrêmement dangereux pour les citoyens. Et donc, ces gens ont fait alliance avec Stallman pour dire il faut que les logiciels restent libres. Et donc, ces gens ont continué à mettre les logiciels dans le domaine public. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les grandes firmes privées, à commencer par, évidemment, Bill Gates, les gens de Microsoft, etc., ont attrapé ces logiciels, développés de manière gratuite, par du travail gratuit des développeurs autour de Stallman, ont modifié quelques lignes de code et les ont brevetés. Et donc, ils se sont appropriés le travail fourni par l'ensemble de ce que maintenant on peut appeler les commoners, c'est-à-dire les gens qui fabriquent les communs. D'accord? Et ça, c'est un des grands problèmes des communs, c'est qu'ils sont tout le temps menacés sont menacés de prédation, ils sont menacés de vol et d'expropriation par exemple, les grandes firmes. Alors, l'intelligence de Stallman et de quelques autres, ça a été quoi? Ça a été de dire, ok, vous voulez la jouer comme ça, alors on va la jouer comme ça. Donc, ils ont inventé une forme de copyright, une forme de droit de propriété, qui s'appelle General Public License. Vous voyez, c'est très spécial, ça veut dire licence publique générale. GPL.
General Public License. Et au nom de GPL, ils disent la chose suivante. Ils disent, OK, moi, Richard Stallman et mes copains, on a inventé tel type de logiciel. On le dépose. On détient un copyright. On a un droit de propriété sur ce logiciel. Mais au nom de ce droit de propriété qui nous appartient, nous déclarons que ce logiciel est utilisable, reproductible, copiable, etc., librement, par tout le monde. Les seuls qui ne peuvent pas utiliser ces logiciels, c'est ceux qui prétendent breveter tout ou partie de ce logiciel ou breveter les développements auxquels ils donnent lieu. Ils peuvent utiliser ces logiciels, mais les développements auxquels ils donnent lieu, ils doivent les remettre sous licence GPL de manière à ce que ça appartienne à la communauté. Et donc, ils ont inventé les communs numériques. Alors, derrière la notion de GPL, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de nouvelles licences qui sont nées, ce qu'on appelle les licences Creative Commons, c'est-à-dire des licences par lesquelles on crée des bases de données qui sont sous licence Creative Commons, ça veut dire à laquelle tout le monde peut avoir accès, que tout le monde peut utiliser, recopier, diffuser, etc. Et donc, on a comme ça toute une série de nouveaux communs qui se sont développés sur le net. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais Internet, c'est le paradis des communs. C'est-à-dire que c'est rempli de bases de données de ce type auxquelles les gens peuvent avoir accès, qu'ils enrichissent, qui viennent alimenter, etc. Fin du deuxième âge des communs. Deuxième série de communs, les communs numériques. Troisième série. C'est encore une histoire d'enclosure. C'est encore, pas les années 80, c'est un peu plus tard, c'est notre ami Berlusconi en Italie. Berlusconi en Italie s'attaque au service public. On a déjà connu ça. Je crois qu'on n'a pas encore vu la fin de tout ça. Bon, il s'attaque au service public, mais alors lui, il s'attaque durement. C'est-à-dire qu'il émet une loi disant tous les services publics qui ne sont pas en strict équilibre comptable, ce qui n'est jamais le cas d'un service public, parce que les services publics, c'est fait justement pour permettre à ceux qui n'ont pas de ressources d'y accéder, quand même, non seulement peuvent, mais doivent être privatisés. Et donc, c'est une incitation à privatiser les services publics. Alors, il y a une série d'oppositions à ça, et en particulier, puisque c'est là-dessus que ça a commencé, sur la privatisation de l'eau. Et il y a eu en Italie un grand mouvement de refus de la privatisation de l'eau. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce mouvement de refus de la privatisation de l'eau, il s'est fait sur, non pas défendons l'eau service public, non. Il s'est fait sur défendons l'eau parce que l'eau est un bien commun. C'est un bien auquel tout le monde doit avoir accès, y compris et surtout les plus pauvres, parce qu'on peut éventuellement ne pas manger pendant plusieurs jours. On ne peut pas ne pas boire pendant plusieurs jours. Plus, évidemment, l'eau est essentielle sur toutes les questions d'hygiène pour la prévention des maladies, etc. Et donc, il y a eu un immense mouvement en Italie sur le thème Acqua bene comune, l'eau est un bien commun et à ce titre ne doit pas être privatisée. Et donc, ça voulait dire, rappelez-vous de tout ce que je vous l'ai dit, l'accès à l'eau doit être libre, il doit être pour tout le monde. Bien. Ils ont fait un référendum de 27 millions de personnes, un référendum d'initiative populaire. Nous, en France, on ne peut toujours pas faire un référendum d'initiative populaire. Bon, en tout cas, eux, ils pouvaient. Ils ont fait un référendum d'initiative populaire qui a abrogé la loi de privatisation de l'eau. Mieux que ça, ils ont racheté à Naples, la municipalité de Naples, c'est là que le point était le plus fort, ils ont racheté l'institution qui était en charge de la distribution de l'eau, ils l'ont réformée, réorganisée, etc. Ils ont changé de nom. Vous savez comment ça s'appelle maintenant, l'institution qui... Ça ne s'appelle pas Régie municipale de l'eau, non. Ça s'appelle ABC. À Napoli, ABC Napoli. Acqua bene comune Napoli. Eau bien commun Naples. C'est le nom de l'entreprise qui gère l'eau. Et on le gère comme un bien commun. Ça veut dire que les premiers mètres cubes sont gratuits. Ensuite, évidemment, il y a un prix de l'eau. Et si vous voulez, remplir votre piscine, vous pouvez. Simplement, c'est un peu plus cher.
hein. C'est ça qui permet que, justement, les premiers mètres cubes soient gratuits et que les plus pauvres aient accès à l'eau. Et on introduit les principes des biens communs. Ça veut dire que la gouvernance, hein, l'équipe qui gère ABC Napoli, évidemment, quand il s'agit de décider quelle est l'épaisseur des tuyaux, c'est les techniciens qui décident ça. Mais quand il s'agit de savoir si on va étendre les canalisations dans tel quartier plutôt que dans tel quartier, alors les résidents sont concernés, comme pour les biens communs de l'ancien temps, si je peux dire. Hein, voilà. Alors, en même temps, et j'ai pratiquement fini, en même temps qu'il y avait ce grand mouvement Aqua Bene Comune, bon, il y a eu des juristes, des constitutionnalistes qui se sont penchés sur la question juridique des biens communs. En particulier, quelqu'un de formidable qui s'appelle Stefano Rodotà, qui a failli être président de la République, hein, c'est pour dire, et vraiment failli, hein, parce que en Italie, c'est le Parlement qui décide, donc c'est des arrangements entre groupes. Et comme les grands groupes de la démocratie chrétienne et de l'opposition n'arrivaient pas à se mettre d'accord, Stefano Rodotà, qui est une figure absolument respectée par tout le monde, a été à un moment envisagé comme président de la République. Finalement, il ne l'a pas été, mais c'est pour dire que ce n'est pas des types marginaux, quoi. Bien. Alors, il a eu en charge une commission pour définir une notion juridique de bien commun, d'accord, qui serait distincte des biens privés et des biens publics. D'accord ? Et il a proposé une définition des biens communs. Alors, et bien commun doit être déclaré bien commun. Un bien commun, ça se déclare. Hein. Passez-moi l'expression. Je vais vous dire quelque chose de solennel. C'est comme la déclaration des droits de l'homme. Hein. Ça veut dire qu'en 1789, quand on a déclaré que les hommes sont égaux en droit et sont et le demeure, hein. Quand on a déclaré ça, c'était pas n'importe quand, hein. C'était un moment dans lequel, évidemment, il y avait les inégalités entre les nobles et le peuple, les gens du tiers-état, mais il y avait aussi les discussions sur, en Amérique, les Indiens ont-ils une âme? Sont-ils des hommes? Ne sont-ils pas? Dans les colonies, les Noirs, sont-ils des hommes? Ne sont-ils pas? Sont-ils la propriété des propriétaires d'esclaves? Eh bien, 1789, c'est une pure merveille. Hein, c'est la fin de tout ça. On déclare que les hommes sont libres et égaux en droit, c'est terminé et le demeure. Et on fabrique les institutions pour que les hommes déclarés égaux en droit soient libres, égaux et le demeure. Eh bien, je vais être un peu solennel, je vous l'avais dit, nous sommes au même moment. Nous sommes au moment où il va être temps de déclarer ce qui est bien commun. Hein, l'eau, l'éducation, la santé, etc. Et de créer les institutions qui font que tout le monde, y compris les plus pauvres, ont accès à ces biens communs. Pour partie, elles existent dans nos pays. Hein. On ne dit pas que l'école est un bien commun, mais de fait, on le traite comme un bien commun. Et les plus pauvres y ont accès. Hein. La santé, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être salarié, avoir droit à la Sécu. Bon, sinon, on a comment dire, la CMU. Mais bon, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour dire que on part pas de rien. On part pas de rien. Mais si on veut refabriquer des vrais biens communs, un certain nombre de nos institutions qui existent devront être perfectionner, amender, arranger, etc., y compris les modes de financement qui vont avec. En tout cas, ce qui est important pour l'Italie, c'est que ils ont défini une notion de bien commun. Ils ont défini une notion. Alors, les biens communs, c'est quoi, hein, en Italie? Les biens, enfin, dans cette définition, c'est tous les biens qui affectent la condition de l'homme, d'accord, et sa citoyenneté, et sur lesquels des droits doivent être reconnus. Ça ne veut pas dire que si c'est un bien privé, il doit cesser d'être privé. Par exemple, un palais qui appartient aux héritiers des ducs, mais qui aussi est un patrimoine culturel et le produit du travail des artistes, du peuple qui a fabriqué sur des échafaudages, etc.
Si on le décrète bien commun, ça veut dire que le titulaire privé reste propriétaire du bien, mais qu'il y a un certain nombre de servitudes et que le bénéfice de ce bien commun, sous forme de visuel, sous forme éventuellement de droit de visite, etc., sans nier la propriété privée, c'est des équilibres à trouver, doivent être protégés. De la même manière, les places publiques, c'est des biens communs, c'est des lieux de socialité. Bon, vous, ça vous paraît rien du tout. Moi, par exemple, je veux dire, il se trouve que j'ai l'occasion de travailler en Chine. La place Tiananmen, qui est une des plus belles places du monde, et qui est aussi une place où il y a eu 1989, c'est-à-dire la révolte contre la bureaucratie du Parti communiste, etc. C'était un bien commun. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est un bien enclos. Ça veut dire qu'il y a toute une série de barrières sur la place Tiananmen pour rendre tout rassemblement impossible. Et bien justement, la loi italienne dit les places publiques sont des biens communs dans lesquels l'accès des citoyens doit être protégé. Et toute une série d'autres choses. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une troisième chose en Italie, voilà, toujours autour des biens communs, c'est que en utilisant certains dispositifs de la loi, un certain nombre de municipalités, plus de 120, passent avec des citoyens des accords par lesquels les citoyens récupèrent des friches industrielles et les animent, récupèrent des espaces potagers, des jardins, en font des jardins partagés, passent des accords avec des groupes de citoyens pour faire de l'animation culturelle, et la municipalité met à leur service des ressources pour faire vivre ces communs. Et il y a plus de 120 municipalités et plusieurs milliers d'accords qui ont été passés. C'est les troisièmes types des communs, c'est les communs urbains proprement dit. Alors, maintenant, vous allez me dire, j'ai fini, quel lien avec l'ESS? Mais il est entier, il est permanent. Pourquoi? Parce que toute la question des commoners, qui fabriquent des associations, qui sont des groupes informels, etc., c'est les moyens par lesquels ils peuvent assurer leur reproduction à long terme et les moyens par lesquels la valeur qu'ils créent peut leur être rétrocédée pour assurer leur reproduction. Ça veut dire que toutes les formes traditionnelles de l'ESS, les associations, les coopératives, les mutuelles, etc., sont des formes qui peuvent permettre aux commoners, aux gens qui fabriquent les communs, d'assurer leur reproduction. Pour finir, je vous donne juste un exemple que je trouve absolument magnifique et je m'arrête là. Saint-Étienne, une organisation qui s'appelle une SIC. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est quoi? C'est des commoners, c'est des jeunes créateurs qui fabriquent de la musique, des bandes dessinées, des nouvelles, qui ont créé une grande base de données. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes ces créations moyennant le fait que vous payez un droit d'accès. Vous savez, c'est comme la licence globale dont on parlait à un certain moment. Ok, ça c'est une voie. Mais il y a une voie beaucoup plus intelligente. C'est que la bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand s'est abonnée à ces bases de données. D'accord? Moyennant une somme non négligeable. 20 000, 30 000, 50 000 euros. Bien. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que les adhérents de la bibliothèque municipale ont accès à ces bases de données. Et du coup, la bibliothèque municipale a élargi son auditoire de manière tout à fait considérable à toutes sortes de jeunes types qui étaient intéressés par l'accès à ces bases de données et qui ne pouvaient pas y accéder par leurs propres moyens. De leur côté, les commoners, les gens qui fabriquent toutes ces créations culturelles, se payent à travers ce qui leur est fourni. Et maintenant, c'est en plein développement. Les commoners sont en train d'offrir à la municipalité des services d'animation culturelle, cours de théâtre, cours de musique, représentation de théâtre, représentation de musique,
cours de littérature pour apprendre à écrire, etc. Et c'est en plein développement. Et c'est quoi? C'est une SIC, c'est-à-dire une coopérative d'intérêt collectif qui est la forme trouvée qui permet de fusionner les communs et les institutions de l'ESS. Voilà, on pourrait poursuivre, maintenant je préfère cesser, mais je trouvais que tout ça valait la peine d'être présenté et de discuter, et d'être discuté. Je vous remercie. Alors, où est-ce qu'on signe en fait? Est-ce qu'il y a des questions? Là, on peut y aller, il faut en profiter. Il est là, on a 10 minutes, on peut lui poser toutes les questions sur ce qu'on veut, à condition de les faire au micro, car tout ça est enregistré. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que vous avez parlé de 3 types de communs, il y a un 4e type de commun en train d'apparaître et qui concerne l'humanité? Ah oui, absolument. Oui, alors, c'est une excellente question, vraiment, je vous remercie. Parce que moi, j'ai insisté sur des communs qui sont gouvernés, si je peux dire. Hein, vous voyez, un champ, Wikipédia, une base de données, un jardin partagé à Naples ou à Paris. Maintenant, il commence à y en avoir à Paris. Bon, il y en a sûrement à Nantes d'ailleurs. Bon. Après, il y a les biens communs de l'humanité, c'est-à-dire il y a le climat, il y a l'Antarctique, il y a... voilà, bien. Alors, c'est pour ça aussi que je dis qu'un jour, il faudra qu'on se décide à faire une déclaration des biens communs. Hein, bon. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que le climat, je vais vous choquer, mais pas longtemps, le climat, malheureusement, ça n'est pas un commun. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas gouverné. Hein, c'est un bien commun, mais ce n'est pas un commun, parce qu'il manque... Il y a le premier élément, c'est une ressource partagée, le climat. Il y a le deuxième élément, il y a un système de droits et d'obligations. En principe, on ne peut pas faire n'importe quoi, hein, notamment voilà, Total, etc. Mais en pratique, ils font n'importe quoi. Hein, ça veut dire que après le pétrole, ils font du gaz de schiste. Donc non seulement ils font du CO2, mais en plus ils fracturent. Donc c'est pas gouverné, c'est pas gouverné. Et donc tous les biens très globaux qui sont très compliqués à gérer, comme le climat, comme beaucoup d'autres choses. Voilà, la haute mer, l'Antarctique, etc. Vous savez qu'une des premières décisions de ce génie de Trump, ça a été d'abolir les lois d'Obama qui empêchaient les forages dans l'Antarctique. Donc dans l'Antarctique, désormais, Total, Shell, etc. vont pouvoir aller se balader pour faire pisser le pétrole sur la calotte polaire ou sous la calotte polaire. C'est vraiment... C'est encore pire, hein, que nos colonialistes, hein, Nantes, vous connaissez un peu, que nos colonialistes du 18e qui discutaient pour savoir si les Noirs des Antilles avaient une âme ou pas et si c'était des choses ou pas. Hein. C'est à peu près du même ordre. La Déclaration des droits de l'homme a mis fin à ça, pas complètement puisque Napoléon l'a rétabli. Mais bon, en gros, quand même, on a eu la peau de l'esclavage. Voilà. Alors, moi, je fais une distinction entre commun et bien commun. Les biens communs, c'est des biens qui, malheureusement, ne sont pas gouvernés. Et la COP 21, la COP 22, la COP 23, j'en rajoute pas trop parce que j'espère qu'un jour on y arrivera, justement, son objet, c'est de trouver la forme de gouvernance qui fait que le bien commun est protégé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a au moins une autre grande catégorie de biens communs qui sont les biens communs globaux. Hein. Le problème, c'est que c'est les biens communs globaux, ce n'est pas encore des communs. Voilà. D'autres questions? Oui. Une question un peu personnelle. Est-ce que en ce moment il y a un gros engouement justement sur les mots communs, commons, un peu partout dans le monde? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des choses qui avancent pas du tout? Est-ce que c'est pas un petit pansement du capitalisme actuel? Très bonne question aussi, oui. Alors, effectivement, c'est devenu la mode, là. Tout le monde parle de commun, veut des communs, etc. Bon, alors, 2 choses. Premièrement, c'est la raison pour laquelle, ici, plus encore dans les écrits, etc., j'ai coordonné une recherche de 5 ans, hein, là-dessus, hein, sur la notion de commun, et j'en démarre une autre. Hein.
hein, qui viennent de démarrer. Et la première s'appelait, c'est le bouquin Le Retour des communs. Et la deuxième porte sur entreprendre en commun. Précisément parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que les communs sont destinés à être des interstices entre les espaces que nous veulent bien nous laisser les multinationales et le profit. Je suis de ceux, vous l'avez compris, qui pensent et qui espèrent et qui travaillent pour que les communs, avec l'ESS, deviennent des formes sociales majeures. Bon, alors, maintenant j'en viens à votre question. Oui, c'est un peu la mode. Oui, c'est un peu la mode. C'est la raison pour laquelle je pense que les questions de vocabulaire, de définition, etc. sont essentielles. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je définis les communs de manière extrêmement précise et stricte, et que je distingue bien commun de commun, et que pour moi, tout n'est pas du tout un commun, et que des tas de gens qui prétendent qu'ils font des communs n'en font pas du tout. Bon, voilà. Et je pense qu'il faut être très ferme, très vigilant, très clair sur ces problèmes-là. Alors, il y a un aspect négatif qui est qu'effectivement, on présente comme commun tout et n'importe quoi, hein, y compris les multinationales, maintenant, elles font du commun. Bon, l'aspect positif, malgré tout, c'est que... Alors, je vais vous le dire, l'aspect positif. Vous avez compris, hein, je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue dans ma poche, donc je vais continuer. L'aspect positif, c'est quoi? Eh bien, c'est que après la chute de Berlin, hein, donc après 1990, eh ben, on était dans la merde. Parce qu'on n'avait plus rien, hein, face au capitalisme triomphant. Hein, on nous a expliqué, c'est la fin de l'histoire, etc. La question maintenant, c'est quel capitalisme vous voulez, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir autre chose. Eh bien, l'aspect positif des communs, c'est quoi? C'est qu'on sort du dilemme 0-1, ou tout public ou tout privé. J'ai insisté là-dessus. Les communs, c'est une forme intermédiaire, c'est de la propriété partagée et qui permet en plus l'accès. Bon. Et donc, grâce à ça, c'est l'aspect positif. On a parlé de l'aspect négatif. Hein. L'aspect positif, c'est qu'il y a tout un espace qui s'ouvre devant nous, hein, qui se rouvre devant nous, où on peut essayer de fabriquer un monde, hein, où de la solidarité, de la justice, de l'égalité d'accès est possible. Maintenant, on ne peut plus nous dire « Ah bon, qu'est-ce que vous voulez, la Corée du Nord ?» Parce qu'avant, on nous disait ça quand même. On peut leur dire « Non, non, on ne veut pas la Corée du Nord. Non, on ne veut pas la Corée du Nord. Mais on ne veut pas Total sous la banquise. On veut les communs. » On a l'impression que les communs sont très contingents. Entre un commun, une forêt, une rivière, un logiciel. Et puis derrière ça, il y a un aspect culturel, social, qui est vraiment spécifique à chaque cas. Quelles sont les clés de succès pour mettre en place un commun? Est-ce qu'on voit des clés de succès à travers cette typologie et à travers les différents tissus sociaux qui les supportent? Bravo encore, hein, 5 sur 5 pour la question, parce que c'est vraiment la question. C'est vraiment la question. La question, c'est, d'ailleurs j'ai fini là-dessus, hein, comment assurer la pérennisation des communs. Allez, je vais tout vous dire. Dans le train, là, en venant à Nantes, je suis en train d'écrire la préface à un nouveau bouquin qu'on va sortir sur les communs, et la préface est entièrement organisée autour d'eux. Nous sommes dans un nouvel âge des communs. Le premier âge, c'est-à-dire l'âge du retour des communs, hein, comme vous dites, la mode, etc., c'est déjà fait. Et maintenant, le deuxième âge, c'est comment on assure leur pérennisation. C'est exactement ça la question. Et ça, c'est un défi. Hein. Et comment on fait que les communs ne disparaissent pas, qu'ils s'installent, voilà, hein, et qu'ils s'étendent, et qu'ils... Voilà. Alors, on a quelques éléments. Ostrom elle-même, elle parle de ce qu'elle appelle les design principles. Elle parle des 8 principes qui font qu'un commun a plus de chances de durer qu'un autre. Alors, parmi ces principes, il faut qu'il soit de taille moyenne, voilà, parce que vous voyez, c'est plus facile de gérer une forêt que de gérer le climat, hein, bien sûr. Bon, il faut qu'il y ait une structure de gouvernance dans laquelle les usagers les plus bas, ceux qui ont un simple droit d'accès, sont représentés pour qu'ils puissent défendre leurs droits. Hein, parce que
Dans un commun, on peut avoir des gens qui ont des droits inégaux. Et certains peuvent avoir plus de droits que d'autres. Ok, on a compris l'égalitarisme absolu, on ne pourra pas. Bien. Mais au moins, faisons en sorte que ceux d'en bas, ils puissent être représentés et veiller au maintien de leurs droits. Donc ça, c'est une deuxième condition. Voilà. Voilà, il y en a une série d'autres. Mais la vraie condition, hein, la vraie condition est celle sur laquelle on est encore en interrogation. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple de Saint-Étienne. C'est comment faire en sorte que la valeur créée par les gens qui fabriquent des communs soit socialement reconnue et leur revienne pour permettre leur reproduction. Alors, nos copains de Saint-Étienne, ils ont trouvé, grâce à cet accord avec la municipalité, ils créent de la valeur. Ils créent des bandes dessinées, ils créent de la musique, ils créent de l'animation culturelle. Et la municipalité, en particulier la bibliothèque municipale, reconnaît cette valeur, la paye et leur permet de se reproduire. Eh bien, il nous faut inventer d'autres formes. C'est une des formes possibles. Il faut inventer d'autres formes par lesquelles on reconnaît cette valeur. Si vous voulez, dans un autre bouquin, puisque j'ai plusieurs casquettes, vous avez compris, je suis aussi économiste atterré, bon, comme vous l'avez dit. Dans le dernier bouquin, là, des économistes atterrés, évidemment, on aborde cette question. Et qu'est-ce que je dis? Je dis, il faudrait qu'un certain nombre d'activités reconnues d'utilité publique, alors des activités culturelles, des activités d'entretien des jardins, des activités d'entretien et de suivi des personnes seules, ou des personnes seules et âgées, bien sûr, des personnes handicapées, des personnes empêchées, etc., soient reconnues d'utilité publique et que la municipalité dispose, d'accord, du pouvoir de reconnaissance d'utilité publique à partir d'une loi cadre pour éviter le clientélisme et que fleurissent des communs autour de cette activité leur permettant, en tant qu'activité d'utilité publique, de recevoir un certain nombre de revenus, de droits, etc. Mais vous êtes dans le mille. La grande question qui nous est posée, c'est comment la valeur créée par les commoners peut se transformer en de la valeur marchande et au moins pour partie leur revenir pour assurer leur reproduction. C'est notre défi du moment. Comment assurer la pérennisation des communs? On prend encore 2 questions, on va peut-être les prendre en série, puis vous répondrez si vous voulez bien. Oui, bonjour. C'est en lien direct avec ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que pour qu'il y ait pérennisation des communs, il faut qu'il y ait une reconnaissance financière. À un moment, vous dites que ces jeunes de Saint-Étienne, finalement, ce qui les fait tenir, c'est le fait de recevoir des sous par la bibliothèque de Clermont. Du coup, finalement, est-ce qu'on perd pas là une notion de propriété partagée ou de quelque chose de collectif avec le fait qu'il y ait besoin d'avoir ce financement C'est exactement dans la lignée de la question précédente, mais en l'élargissant à la question du numérique et des choses immatérielles aujourd'hui. Avec Internet, donc tout ce qui est immatériel peut être distribué, on va dire, globalement à l'instant. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'est pas plus compliqué d'appliquer cette fabrication de communs de taille moyenne donc, et à la propriété partagée sur des objets donc aujourd'hui immatériels qui, de toute façon, n'ont pas cette échelle-là, quoi, qui sont... Je vais répondre, c'est effectivement deux questions du même ordre, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, à votre question, madame, il n'y a pas de souci. Hein. Si on peut faire du commun un hobby parce qu'on a un revenu par ailleurs, tout va très bien. Hein.
conservant en commun sa dimension de volontaire, d'activité sociale, etc. Le problème, c'est que si on veut que les communs soient autre chose qu'un passe-temps et un hobby, il faut que les gens puissent en vivre. Et donc, il faut fabriquer les structures sociales qui permettent que les gens en vivent. Alors, moi, je reste optimiste là-dessus. Je pense à la fois qu'on peut fabriquer les structures sociales qui permettent que les gens en vivent, et à la fois leur garder le caractère de commun, c'est-à-dire de propriété partagée, d'accès, notamment pour les plus pauvres, etc. C'est un problème d'institutionnalisation, de comment on institutionnalise le commun. Vous voyez, je veux dire, il y a une série de coopératives qui maintiennent ces principes-là et qui produisent, qui vendent, qui vont sur le marché. Vous voyez? Bon, je vous donne un exemple. Voilà, un commun qui marche. Un commun que vous ne connaissez pas et qui marche tout seul, enfin, que vous connaissez fort bien. Le sel de Guérande, c'est un commun. Le sel de Guérande, c'est un commun. C'est des gens qui sont mis ensemble pour restaurer le Marais Sallant, d'accord, qui est le commun, la ressource commune. Sur cette ressource, les gens ont des droits et des obligations, en particulier entretenir le marais, et le droit prélevé du sel, qui est lui-même mis en coopérative et vendu. Vous voyez, c'est un commun et il permet la reproduction des gens de Guérande. Et en plus, permettez-moi de saluer le génie des gens de Guérande, ils ont réussi à vendre dans le public l'idée que du sel non trafiqué, parce que c'est ça la caractéristique du sel de Guérande, c'est un sel haut de gamme et qui vaut mieux que les autres sels. Et il est payé plus cher que les autres sels, alors qu'il subit des opérations chimiques en moins. Vous voyez? Bon. Donc, on peut fabriquer un commun, vous voyez, à Guérande, qui est un commun, qui est monnayé, et ça reste un commun. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais vous en donner un deuxième. Les pêcheries de Sanary. Toute la Méditerranée, vous ne le savez pas, mais ce n'est pas vrai en Atlantique. Mais en Méditerranée, le littoral, la pêche en littoral, c'est-à-dire immédiatement les premières centaines ou kilomètres, centaines, je pense, de mètres, c'est géré par la communauté des pêcheurs du coin, ce qu'on appelle une prud'homie de pêche, qui fixe les règles de prélèvement du poisson. Alors, depuis des siècles, elle existe depuis le XIVe siècle. Ils connaissent les mouvements du poisson dans leur littoral par cœur. Ils savent interpréter tout ce qui peut se produire lorsqu'une espèce disparaît, lorsqu'une espèce apparaît, etc. Et ils édictent et ils modifient les règles de manière à préserver la ressource halieutique à long terme. Voilà. Et c'est une pêcherie. Et comment dire? Et chacun des pêcheurs dispose d'un droit de prélèvement et vend sa pêche sur le marché. C'est un commun. Comme ça, là, juste pour vous dire, mais comment il s'appelle? Schneiderman, je l'adore, Schneiderman, arrêt sur image, pour ceux qui connaissent. Bon, il fait une espèce de télé alternative qui est extrêmement bien faite, vraiment. Bon, voilà. Il m'a invité un jour à un débat sur les communs. Et il avait invité, sur ma recommandation d'ailleurs, les gens des pêcheries. Schneiderman, qui est vraiment, je veux dire, vraiment, il fait une télé alternative, c'est vraiment un mec de gauche, quoi. Il n'arrivait pas à comprendre que les pêcheurs respectaient les règles. Il dit, allez, dites-moi la vérité, vous en prenez un peu plus. Mais les mecs leur disaient, mais écoutez, est-ce que vous comprenez que notre intérêt, c'est de respecter les règles, parce que c'est comme ça qu'on préserve la ressource. Si on veut pêcher demain, et si on veut que nos enfants puissent pêcher, comme nous, nos pères nous ont laissé un littoral dans lequel on veut pêcher, il faut respecter la règle. Comprenez pas ça, Comprenez pas ça. C'est vraiment un urbain à 100%, lui. Bon. Bon, voilà. Donc, vous voyez, si on peut en vivre comme un hobby, c'est très bien. Mais si on veut que ça devienne une forme sociale hégémonique, il faut qu'on puisse en vivre tout court. Quant à votre question, alors c'est les communs numériques, etc. Ce qui est imaginé, comment dire, bon, il y a des logiciels libres qui sont fabriqués par des gens qui sont rémunérés par
Apple, machin, etc. Hein. C'est-à-dire qu'ils travaillent le jour pour Apple et la nuit, ils font le logiciel libre. Il faut arrêter avec ce truc-là. Il faut arrêter. Il faut qu'ils puissent faire du logiciel libre toute la journée et que ça ne soit pas un hobby. Alors, il faut trouver les formes pour ça. Alors, juste un mot. Une des formes, c'est notre ami, je dis notre ami parce que c'est un commoner de la première heure, Michel Boens, un Belge, qui propose ce qu'il appelle les licences de réciprocité. Alors, qu'est-ce que c'est la licence de réciprocité? L'idée, c'est ceux qui participent à la production du commun y ont accès à l'œil. Ceux qui utilisent le commun sans y participer versent un minimum, on va dire, d'honoraires. Et ça permet à ceux qui fabriquent le commun de se reproduire. Bon, c'est l'une des voies. Il peut y en avoir d'autres. Merci. Alors je propose qu'on passe la parole à Serge Bourreau. Tu viens vers nous? Alors Serge, c'est donc l'ancien président des Écosolis, c'est le PDG d'une SCOP, on est dans le sujet, qui s'appelle Macoret, qui construit des maisons, qui est installé à Saint-Père-en-Retz, qui a à peu près près de 200 personnes qui travaillent. Avec un micro. Les recrutements qu'on est en train de faire. Plus de 200, presque 200. Ok. Et ben justement, c'est incroyable parce que ça résonne complètement avec ce que vous avez dit sur les. Ah, est-ce qu'on pourrait dire que cette SCOP, enfin, j'imagine qu'on peut dire qu'une SCOP, c'est un commun, au sens où c'est une entreprise qui peut pas être revendue, qui est d'abord un truc pour le territoire. Comment vous l'avez envisagé vous au début, puisque toi, tu étais un peu au démarrage du truc? Donc, pour certains d'entre vous qui me connaissent Macoret, vont peut-être réentendre certaines histoires qu'ils ont déjà entendues. Mais oui, il faut raconter un petit peu l'histoire. Pourquoi? Et oui, Macoret est une entreprise coopérative donc, qui appartient à ses sociétaires. Donc, dans ces termes, c'est bien quelque chose qui est un commun. Donc, je suis à l'origine et c'est peut-être ça fera partie en tout cas des dernières fois où moi je témoignerai dans l'histoire de Macoret. Il y avait Xavier qui doit arriver, mon collègue, et à Maude qui est là. Je parle sous aussi contrôle de Maude qui travaille à Macoret. Ça veut dire que dans peu de temps, et ces histoires racontées continueront d'être racontées par d'autres. Moi, parce que j'étais à l'origine de Macoret, donc j'avais 20 ans quand on a fait le choix de cette coopérative, et donc qui est issue de gens qui étaient sur le territoire du Pays de Retz, très engagés dans des mouvements de jeunes. La JOC, le MRJC et la CFDT. Là aussi, on retrouve des coopératives qui sont issues. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, et sur des gens qui étaient très militants dans leur là où on vivait. Donc, 30 militants, c'est-à-dire que créer défense de l'école publique, permettre qu'il y ait des bibliothèques en milieu rural. Voilà, ça fait vraiment dans la notion de fabriquer des communs. Et donc, quand un jour on s'est retrouvé à plusieurs en disant mais nous on avait un métier et on décide de créer une coopérative, donc ça allait de soi. Donc l'entreprise Macoret, juste pour vous dire ce qu'on fait, on est une entreprise qui a démarré à 4 il y a 31 ans. On est donc à la porte des 200. On fait de la maison au Saturbois, on fait donc de la maison en briques, on fait des logements pour les bailleurs sociaux et on fait de l'agencement. Voilà ce qu'on fait. Et ce que je vais essayer de vous raconter en quelques minutes, c'est comment ce projet-là est un projet partagé. Bon, imaginez, moi, je suis dans cette entreprise depuis 31 ans. Il y a plus 3-4 ans avant de démarrer, donc c'est une grande partie de ma vie. Et comment faire qu'à un moment donné, ce soit toujours un projet qui est partagé. Donc nous, on a fait le choix. Et en même temps, nous sommes très engagés dans les réseaux de l'économie sociale et solidaire et dans le réseau des SCOP. Et donc aussi, le statut, ça fait pas tout. Vous voyez, les statuts, et en même temps, c'est important de dire qu'à l'intérieur des statuts, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça raconte, quoi? Ça veut dire qu'il y a plein d'entorses possibles et il faut faire attention que de regarder qu'est-ce qu'il y a comme âme dans ce qui se fait dans les projets. Il y a des très belles entreprises qui sont des entreprises privées, qui sont des très belles entreprises dans ce qu'elles permettent de vivre au quotidien. Donc pour moi, il ne faut pas faire de caricature. En tout cas pour nous, le choix de cette entreprise, c'est déjà le fait que d'un homme égale une voix dans une SCOP, mais pour nous c'est aussi réel, c'est-à-dire que tout le monde a le même capital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont plus de capital que d'autres, donc pas plus de dividendes
que d'autres. Donc on est à Macoré sur le choix du sociétariat libre. C'est pas volontaire. Quand on signe son contrat de travail, eh bien, on devient sociétaire que si on a envie. Et donc, on a tous la possibilité d'avoir 16 000 euros mis au capital de l'entreprise dès qu'on devient sociétaire. Donc, je vous disais ça permet d'avoir des dividendes, je dirais, égalitaires à partir du moment qu'il y en a, à partir du moment, je dirais que l'entreprise a des excédents nets de gestion. C'est des choix aussi très partagés sur les modes de gouvernance. J'y vais tout de suite, c'est un sujet très important dans l'histoire de Macoré, sujet un petit peu qui me concerne, d'autant plus qui concerne l'ensemble des sociétaires, mais moi qui est passé par ma caisse à outils, je suis devenu commercial, je suis venu après par une formation comme PDG de Macoré, et puis entre nous, à un moment donné, comment faire qu'à un moment donné, cette entreprise et ses postes à responsabilité puissent être un jour partagés et que ça continue. Sujet qui a été notre sujet de ces dernières années. Donc ensemble, on prépare, je dirais, alors que moi, j'aurais bien tenu encore plusieurs années. Donc c'est le choix de se dire à un moment donné, ça se prépare. Et aussi, dans une entreprise, on a permis aux gens, je dirais, de prendre des responsabilités, d'accéder à des formations. Eh bien, c'est normal qu'il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, donc tant dans un conseil d'administration que dans les postes de président-directeur. Eh bien, il y a des gens qui tant mieux si on a su former, et on a la chance dans une entreprise comme nous d'avoir su former des gens qui sont capables de prendre ces responsabilités. Alors comment, et ça c'est aussi le problème dans beaucoup de coopératives, parce qu'en même temps, je vous parle de la coopération, mais je vous parle aussi de nous, les hommes, les femmes dans nos entreprises, comment on est, comment on fonctionne, et donc comment on va apprendre à avoir du lâcher prise pour qu'à la fois se dire, eh bien, je m'accroche à rien, seulement à ce que ce projet perdure dans le temps, et donc cette entreprise, vous avez compris, qui appartient à ses salariés n'est pas délocalisable. C'est peu probable que les gens de Macoré fassent le choix de mettre leur entreprise je ne sais pas où. Donc c'est déjà le choix de cette entreprise où on choisit son territoire. Et bien là, on a aussi préparé le fait que, et moi je me suis préparé le chemin, je suis encore en train de le faire, ce fait de lâcher prise sur le fait, ensemble, je m'accrocherai pas jusqu'au bout du poste de président-directeur de Macoré et que on a pu préparer ça ensemble. Si je vous dis ça, c'est des choses très concrètes parce que c'est souvent, c'est des moments très difficiles et d'ailleurs c'est ce qui fait aussi que la coopération a de la peine à tenir. Et en même temps, on doit être des vraies entreprises. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, et je vais faire un petit lien avec le fait de notre engagement aussi avec des réseaux comme les Écosoli, le réseau d'Escope. Ici, ce réseau s'est battu, Macoré s'est battu par ma personne, pour qu'à la fois, à un moment donné, sur le sujet de l'habitat, on s'y implique pleinement. Et on avait découvert un réseau qui s'appelle Ecobat, dans lequel on trouvait qu'on avait beaucoup de sens dans la dimension entrepreneuriale et qui étaient des vrais militants de l'économie sociale et solidaire et aussi environnementale, avec un volet très important, que je vais revenir dessus sur l'insertion. Eh bien, on a pu faire que Ecobat puisse intégrer les Écosoli ou en tout cas animer le volet de l'habitat au sein des Écosoli, et derrière, grâce à des lieux comme celui-ci, rajouter les politiques publiques derrière qui sont aussi très présentes et sensibles, nous sommes sur des programmes en ce moment faits par des structures de l'économie sociale et solidaire, des vrais entrepreneurs pouvant faire du logement social avec beaucoup de sens, mais aussi nous devons être des vrais entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on parle de nos valeurs, de ce qu'on défend, il faut économiquement prouver, et ce qu'on a besoin vraiment de prouver, c'est que on n'est pas des économies de la réparation, nous sommes des vraies entreprises, et ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut tirer vers le haut, et une entreprise comme nous, c'est ce qu'on s'oblige un petit peu à être. Donc ça va par un investissement fort dans la formation. Donc on met plus de 4% de notre masse salariale dans la formation chaque année, ce qui permet d'ailleurs, tout à l'heure je disais formation professionnelle, mais je parlais aussi formation coopérative, avec aussi des sujets qui nous animent beaucoup. C'est sur comment nous on contribue, par exemple, à faire que dans nos métiers, beaucoup dans le métier,
je vais parler des métiers du bâtiment, même si c'est pas Macoret qui fait du dessin, qui fait du pilotage de l'entreprise, qui fait du contrôle de gestion quand on est 200, parce qu'on a tous les corps d'État, on a des carreleurs, on a des maçons, on a des menuisiers, on a des architectes. Dans beaucoup de métiers, l'apprentissage, le thème de l'apprentissage, c'est un vrai sujet. Eh bien, en même temps, on est conscient que c'est une stratégie d'entreprise même si c'est pour nous en même temps, ça a beaucoup de sens de pérenniser nos métiers à travers l'apprentissage, eh bien on fait le choix d'aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'est l'apprentissage sur la reconnaissance des tuteurs. Par exemple, on est en train de discuter à Macoret sur une vraie école d'apprentissage en accompagnant les tuteurs au sein de l'entreprise et en permettant de mieux reconnaître ce qui, dans les instances paritaires, reconnaîtrait modestement l'engagement des tuteurs qu'on accompagne un apprenti. Donc une école de l'apprentissage et pousser beaucoup plus loin l'apprentissage, ça c'est un sujet aussi où on prend notre place, je dirais, pour former des futurs travailleurs qui auront aussi du plaisir dans leur travail, dans un travail de sens à travers une coopérative. Et puis... c'est bien là déjà. Ouais, c'est nickel. Merci Serge. Ah, c'est bien, impeccable. Tu as dit tout ce qu'on avait dit, c'est impeccable. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on passe tout de suite la parole à Julien pour une autre réaction plutôt sur le monde du numérique ou je sais pas quelle question. On voit bien que ça, voilà, l'entrepreneuriat, l'apprentissage comme la stratégie de l'entreprise. Oui, vas-y, pardon. Bonjour. Serge, moi je suis Patricia, je suis formatrice justement face à un public d'alternants et ce que tu viens de dire, moi ça me touche très fort. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'alternant dans les disciplines sur lesquelles je suis, c'est-à-dire sur le tertiaire, n'est pas forcément vu à la hauteur de ce qu'il apporte dans l'organisation. Moi, je suis sur un regard aujourd'hui sur mes jeunes qui sont dans des pressions au niveau de la formation, dans des pressions au niveau du monde professionnel. Et ça, on le regarde, en tout cas de mon point de vue, un peu en hauteur. Je me suis intéressée aux textes institutionnels et je pense que c'est sans doute ce qui a fait émerger cette école de l'apprentissage. Parce que visiblement, il y a une notion qui souhaite être nourrie aujourd'hui sur l'estime de soi du jeune en formation. Et est-ce que ça, ma question, elle est, est-ce que cela, vous l'envisagez demain dans cette école de l'apprentissage ? Donc ça reste vraiment un sujet qu'on en a recausé face à des problèmes de recrutement. En ce moment, on a fait 2 réunions pour essayer d'aller pousser plus loin le thème de l'apprentissage. C'est venu comme vraiment une volonté c'était impressionnant comme cette volonté d'aller toucher ces thèmes-là est quelque chose de très qu'on a vraiment envie d'aller toucher. Tout en disant ça, je vais donner sur un exemple très précis cet après-midi. Est-ce que tu peux donner l'exemple de cet après-midi, Maud, qui était à Macoret, ce qu'a fait Anthony, en 2 mots? Parce que ça vaut vraiment le coup de vous raconter ce qui s'est passé cet après-midi à Macoret. Alors, je veux juste apporter une petite précision à ce que vous voulez dire, c'est que le premier discours qu'on a auprès des apprentis à Macoret, c'est qu'on devient coéducateur au même titre que le collectif qui va les entourer, c'est-à-dire le CFA, leurs parents, mais aussi bien dans les savoir-faire que les savoir-être. Et pour nous, c'est une des premières choses qui est dite dans cet accompagnement et sur des interventions qu'on peut avoir avec eux sur des réunions sur la prévention par rapport aux addictions, etc. C'est des choses qu'on évoque assez régulièrement. Pour boucler sur ce que disait Serge, pour revenir sur ce que disait Serge, effectivement, cet après-midi, on a eu la chance... je dis la chance, parce que c'est ça, d'accueillir un groupe de personnes qui vont rentrer dans un cycle d'insertion, de formation, en tout cas d'accompagnement sur l'appropriation de leur futur lieu d'habitat. Donc c'est le projet Igloo dont parlait Serge, donc il y a une population qui est à certains endroits dans de la difficulté par rapport à l'habitat, par rapport à la vie. Et donc cet accompagnement va se faire avec un de nos collègues qui justement en a parlé avec moi en disant qu'il était dans une autre dimension que celle dans laquelle il peut être à d'autres endroits sur vraiment de l'accompagnement sur du retour à l'emploi. Là on est sur autre chose, on n'est plus sur l'intégration par rapport à un processus sur une appropriation d'un futur lieu. Et on avait un collectif, il y a 17 personnes qui ont mangé à la cantine cet après-midi.
dont Anthony qui va les accompagner et Xavier dont Serge a parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver. Et voilà, c'était un moment très agréable de les voir aussi évoluer dans le lieu qu'on va partager ou qu'on a partagé avec eux à ce moment-là et qu'on va continuer à partager puisque ils vont avoir des présences sur site dans l'atelier, comme ça c'est déjà fait. Et c'est toujours des moments de grande richesse aussi pour nos collègues qui vont à des moments aussi accompagner, des collègues qui sont en production et qui aussi peuvent à un moment se mettre dans ce processus d'accompagnement et de transmission de savoir-faire. Et les expériences qui ont été vécues ont toujours été des expériences positives aussi, puis de toucher aussi à des moments, on va dire des publics qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous on a à Saint-Père-en-Retz, enfin qui ne sont pas les mêmes à tous les endroits dans le pays de Retz. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de construire en tout cas. Merci Maude. On revient peut-être à Julien pour revenir sur le thème. Alors du coup, ça va nous emmener sur le deuxième niveau. Après le foncier, on passe au numérique. Alors Julien, donc là tu fais partie de Ping. Tu es à l'origine de Ping, on peut dire. Alors le projet de Ping, c'est d'avoir jamais de directeur. Voilà, donc coup, voilà, là j'ai raté mon de clore l'association. Ok. Voilà, c'est le projet. Et donc Ping, c'est une association qui fait qui est justement dans la sensibilisation au numérique, mais qui est aussi un lieu dans un quartier à Nantes, qui a ouvert un Fab Lab qui s'appelle la plateforme C, si je vous le fais rapidement. Alors j'imagine que toi, tu es en plein dans les questionnements des communs, y compris, je crois que c'est par toi que j'en ai entendu parler la première fois. Du coup, je m'étais dit, voilà, le jour où on parlera des communs Ecosolis, c'est comme parler un peu de logiciel libre Ping. C'est voilà, c'est toujours intéressant, mais on avait lancé une initiative qui s'appelait Nantes en bien commun il y a 3-4 ans. Qui était l'idée impulsée par la ville de Brest, par Michel Briand, de faire croiser des gens qui s'estiment être dans la question des biens communs. Donc, vous pouvez retrouver les infos. Et ça avait donné des réunions assez improbables où les gens se regardaient en disant mais t'es vraiment dans la notion des biens communs ou pas? Je sais pas et tout ça. Donc, bon, on savait pas trop, mais on s'était croisés là-dessus. Et du coup, je suis content de revoir que du coup l'exposition qui est là, qui est issue du coup de ce réseau ville en biens communs, avec des documents open source qui a été mis en œuvre par le lieu multiple de Poitiers pour cette exposition-là, qui est un lieu de culture scientifique et technique. Donc c'est quand même important que des lieux comme ça se posent la question de l'innovation et des technologies. Voilà, donc j'ai noté plein de petits trucs à dire, qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas trop si je vais les dire, tout ça. Enfin, j'avais 2 points et demi à présenter. Qui est-ce qui connaît Ping autrement, déjà? Bon, alors je peux pas inventer. Du coup, la première partie, c'était la transition un peu transnumérique. Donc, je voulais présenter Ping en disant que c'est une association loi 1901 à but non lucratif, avec un CA, un conseil d'administration, et qui est vraiment dans le mouvement associatif et cet art de s'associer, qui est issu de très longue date, qui serait un sujet très important et très intéressant à investir. Et le but de l'association, c'est un peu lié à mon passif à moi. Du coup, avant de faire ce truc-là, j'étais ingénieur Microsoft. Je l'avais jamais dit. En même temps, ça y est, je le dis. Et du coup, je faisais des prestations pour des grands comptes ou des prestataires. Et on faisait exprès d'installer des logiciels qui marchaient pas pour qu'ils nous convoquent après sur une journée à 1 000 € l'heure. Et puis, j'ai croisé les gens du CEL, de l'échange des savoirs, et je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc bizarre, qui m'ont parlé des logiciels libres. Et du coup, on a lancé l'association en se disant, on va peut-être alerter les acteurs de l'éducation culturelle, socio-culturelle, de l'insertion et de l'OSS sur un peu l'appropriation des technologies, et plutôt que d'être dépendant des outils qu'on nous propose, en amont, créons nos propres ressources durables. Donc voilà, donc on peut dire que le logiciel libre a gagné depuis 2004, mais tout n'est pas gagné pour autant. Voilà, donc ça c'est un peu l'historique. Donc depuis 2004, on a beaucoup navigué autour de la sémantique, d'où ma question. Au début, c'était la question du multimédia, des médias. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Les nouvelles technologies. Là, je vois Jean-Michel ici, les TIC, parce que c'est plus nouveau après. Et maintenant du numérique, alors que du coup, on parle que du web. C'est pas que le numérique, le web. Enfin voilà. Globalement, on peut peut-être mettre tous ces mots-là dans un même mot, peut-être. Je sais pas, qu'on appellerait les technosciences, c'est-à-dire les technologies, la culture scientifique et technique et la capacité qu'ont les gens à développer des choses plutôt que des dépendants des innovations, qui sont plutôt guidées par le marché depuis pas mal d'années, ou l'armée, ou les deux en même temps. Voilà, donc Ping, c'est une association avec des adhérents, à peu près 300, on a 6-7 salariés, et puis 7 salariés plutôt, et on anime deux sortes d'activités. La première, c'est qu'on a des lieux de pratique, donc on a un Fab Lab qui s'appelle Plateforme C, qui est juste derrière ici, que je vous présenterai un petit peu après. Et puis on a un atelier partagé au Breil, qui est un peu sur le modèle des jardins partagés, c'est un atelier dans lequel on peut venir faire des choses un peu quand on veut, mais pour l'instant que le mardi. Parce qu'il
faut qu'il y ait des gens qui l'animent, parce qu'avec la ville, tout ça, il faut que la porte s'ouvre. Enfin, mais c'est le but. Tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que... et l'autre activité, j'ai oublié l'autre activité, c'est on anime un réseau régional des espaces publics numériques. Et ça, c'est très important. C'est des espaces publics. Et du coup, on est très en lien avec les politiques publiques. Et c'est un peu un travail continuel de montrer en quoi les enjeux de ces nouveaux-là, ces lieux-là et des gens qui y sont à prendre en compte par les politiques publiques. Donc ça, c'était le premier point. J'ai presque fini. Le deuxième point, c'était la question des communautés et des lieux. Donc je m'étais dit que j'allais un peu quand même... plus ça avance là depuis 10 ans, plus on voit qu'il y a de techno, plus on nous fait croire qu'il n'y a plus besoin de lieux. Et en fait, plus il y a besoin de lieux. Donc c'est assez rigolo. On nous dit non, vous inquiétez pas, Google, Facebook s'occupent de vous. Et non, les gens ont besoin de lieux pour s'échanger. Donc notre activité est plutôt basée sur le principe de se dire il faut qu'il y ait des lieux d'échange où les gens apprennent en effet à servir de Facebook, mais sachent aussi que finalement, toutes leurs données vont sur un serveur central filtré par tout le monde. Donc c'est à la fois un aspect un peu réflexif et un aspect un peu pratique. Donc c'est cool d'avoir son code pour conduire la voiture, mais c'est vachement bien de pouvoir réparer la voiture, voire de choisir un autre moyen de locomotion, peut-être aussi. On a un Fab Lab. Donc là, Fab Lab, je peux l'avouer, c'était une stratégie marketing de l'époque. Un Fab Lab, c'est un atelier de prototypage où on peut faire un projet de A à Z. Ça a été inventé par les Américains. Tout le monde connaît les Fab Labs. Qu'est-ce qui ne connaît pas? Voilà, donc j'explique rapidement pour vous, hyper rapidement. C'est un prof du MIT qui s'est dit, tiens, si dans un même endroit, je mettais tous les outils nécessaires et toute l'animation nécessaire pour que quelqu'un qui a une idée puisse produire un objet ou quelque chose. Donc il a référencé tout le matériel nécessaire et il a mis en connexion plein de lieux, souvent les anciennes bases américaines, pour que du coup, il y ait un peu comme les McDo, si tu veux, tu fais un projet dans une ville et tu vas dans une autre ville, et du coup, comme il est équipé pareil, tu peux refaire ton projet, avec l'Internet entre les lieux. Son projet initial, qui était quand même hyper intéressant, je vous invite à aller voir, comme le projet initial avait 3 axes principaux, c'était le croisement des filières étudiantes, la production locale, donc produire local, et le dernier, c'était, je lis mes notes, pouvoir produire un projet de A à Z pour un citoyen. Donc il faut absolument, quand tu es un Fab Lab, que tu sois ouvert aux citoyens au moins une fois dans la semaine. Tous les gens qui vous disent qu'ils ont un Fab Lab, qui font pas ça, c'est pas des Fab Labs, c'est des ateliers de fabrication numérique. Mais sur les conseils de Damien, il m'a dit, explique plutôt maintenant les clubs D. Qui connaît les clubs D? Du magazine Système D. Ah, peut-être. Donc dans les années 70, quand je suis né, il y avait un magazine qui s'appelait Système D. Et du coup, dans le magazine Système D, on expliquait comment faire un grille-pain, comment faire des choses comme ça. Et il y avait des clubs D dans toutes les villes, avec des chartes. Il ne faut pas parler de sexe, de politique et de religion. Et d'un mois à l'autre, tu pouvais poser ta question. Donc tu envoyais une carte postale et tu disais j'ai pas réussi à faire mon grille-pain parce que voilà. Et du coup, le mois d'après, tu achetais le magazine et dedans, tu avais la réponse, juste la réponse. Donc c'était un peu compliqué du coup, mais ça demandait juste un mois, il fallait attendre. Et du coup, ce qui est juste intéressant, c'est que je voulais juste vous dire que les clubs D, c'est la même chose que les Fab Labs, sauf qu'en effet, c'est vrai que c'est plus marketing les Fab Labs. Et il y a un dernier truc aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, les 1000 clubs. Vous connaissez les 1000 clubs? Quelqu'un connaît les 1000 clubs peut-être? Là, 1, 2. Donc si j'ai bien compris, c'était à un moment on a lancé les MJC, donc les anciens, les futurs espaces publics numériques. Il manquait de lieux, donc on a fait des kits de matériel pour que les jeunes, construisent eux-mêmes leur lieu. Et donc du coup, plateforme C, c'est un peu un mélange des trois. Donc on a récupéré un hangar qui était tout pourri, et puis du coup on a repeint, fait l'électricité, installé des machines, et on essaye de croiser les 3 objectifs. Bon, produire local, c'est un peu l'objectif des années à venir quand même. Le croisement de filières étudiantes, il y a plusieurs écoles qui viennent faire des workshops, écoles enseignement supérieur plutôt, et puis c'est ouvert aux adhérents, aux citoyens quand ils veulent. On a des apéros projets pour que les gens présentent leurs projets, et on fait une chose assez complexe actuellement, c'est qu'on fait un accompagnement aux porteurs de projets pour utiliser des licences libres dans le cadre du design d'objets, puisque c'est bien évidemment plus complexe de passer des Creative Commons pour des fichiers multimédia à un objet tangible qui se confronte à la propriété industrielle et au design. Et du coup, pour cette pratique-là, on est accompagné par un chercheur nantais qui en fait fait sa thèse là-dessus, donc c'est super intéressant. Donc tous les mois, il y a des porteurs de projets qui viennent confronter en fait leur idée d'avoir une activité économique à la base, basée sur la création d'un objet, mais qui court-circuite un petit peu la question des brevets. Du coup, dans les open ateliers, on a à peu près 1000 personnes qui viennent tous les jeudis. Les gens viennent forcément fabriquer, apprendre à faire des choses ensemble, mais aussi documenter. C'est un des objectifs de la différence entre les Fab Labs et Club D, c'est que tu es obligé de documenter. Donc, c'est-à-dire quand tu viens faire un projet, tu es obligé de laisser des traces de ce sur quoi tu vas travailler. Et l'idée, c'est qu'à terme, ça crée une base de données, comme Wikipédia, mais localisée du coup, où typiquement tu cherches qui est-ce qui a fait une chaise en bois connectée, bon, admettons. Et du coup, tu as le nom du mec et tu peux le voir et tu peux le faire avec lui. Il n'y a pas d'adhérent de Pi là? Bon. Voilà. Et du coup, dernier point. Après j'ai terminé, c'est qu'on est très du coup depuis le départ, on est dans la question dans l'usage des logiciels libres au départ sur une question pratique et éthique aussi. C'est quand même plus cool de former les gens, puis suite à mon passé à Microsoft aussi, de former des gens sur des logiciels libres
plutôt que de les forcer à craquer un logiciel sur lequel tu les formes. Mais du coup, ça nous a aussi permis de croiser d'autres acteurs qui sont dans la question des savoirs partagés, la transmission des connaissances et des questions des biens communs. Du coup, donc ça, c'est intéressant. Et du coup, arrive de plus en plus la question moins du logiciel libre, puisque Microsoft fait du logiciel libre, Android, c'est Google qui investit à fond dans la fondation Mozilla. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais dans la question de la gouvernance, de la transparence et de l'éthique des projets. Donc c'est un sujet très très intéressant. Et on avait fait venir Michel Bowens il y a 2-3 ans et notre ami Richard Stallman nous expliquer justement la différence entre culture libre et open source, entre le mouvement social et l'usage pratique d'un logiciel gratuit, à la louche. Voilà. Donc c'est pas gagné, mais on a un énorme graphe d'un graphiste chez nous sur les passages